Bonjour, nous sommes de retour pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modrikamen, en direct, président du Parti populaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe du Monde en 2018. Nous allons aussi parler des axes de campagne du MR. Nous allons parler de bien d'autres choses encore. N'hésitez pas surtout à poser des questions en commentaire de cette vidéo. Nous y répondrons en direct autant que possible. Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors nous allons commencer par parler de la Coupe du Monde en 2018. Donc dans la zone de Bruxelles XL, il n'y aura pas de diffusion publique dans l'espace public donc de la Coupe du Monde. Alors je vous lis la justification du porte-parole de la ville de Bruxelles. Cela demanderait la mobilisation de beaucoup de policiers, d'autant plus qu'on est une ville internationale qui compte 184 nationalités. Alors moi je ne comprends pas, je pensais que la diversité était une richesse. Oui, c'est évidemment tout ça dommage parce que le football est une grande fête populaire et tout le monde ne peut pas partir évidemment en Russie. Donc beaucoup voudraient partager ces moments ici à Bruxelles autour d'écrans géants, dans des cafés ou en tout cas d'écrans géants. Et puis on voit que tout ce qui a été vanté ces dernières années, effectivement la multiculturalité qui soi-disant enrichissait Bruxelles, devient un véritable problème parce que qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent des affrontements. Soit entre Belges et peut-être citoyens belges ou d'autres pays, voire en Algérie, Maroc qui tournerait mal. À mon avis, c'est suite aux affaires... Comme on a vu effectivement les émeutes, voici quelques mois, quand le Maroc a joué contre la Côte d'Ivoire. Je ne sais plus, mais c'était la victoire du Maroc et il y a eu des émeutes dans le centre de Bruxelles. Donc on se rend compte que finalement, ce qui était vanté comme un grand avantage, eh bien, il peut très vite déboucher vers des affrontements très durs. Donc c'est tout notre paysage, toute notre manière de vivre, en réalité, qui est remise en cause. C'est un aveu terrible de la part de ces gens de gauche, qu'ils sont, parce que maintenant, la ville de Bruxelles... C'est le PS qui est au pouvoir, c'est Philippe Claus. Philippe Claus, qui ne peuvent plus tenir la ville. C'est quand même un symbole fort, parce que c'est la capitale de la Belgique. Et dans la capitale de la Belgique, ça devient risqué de supporter la Belgique publiquement pendant la Coupe du Monde. Mais il est clair que la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, est en train de nous échapper. Je crois que c'est ça là. Et bien justement, donc, en parlant d'une capitale qui nous échappe, on a appris cette semaine qu'il va y avoir une place Lumumba, Patrice Lumumba, donc en référence au héros de l'indépendance congolaise. Oui. Donc ce sera à Matongé. Je crois que c'est le héros peut-être de l'indépendance congolaise, mais c'est surtout quelqu'un qui a provoqué la mort de dizaines, voire de centaines de Belges lors de l'indépendance. Et c'est quelque part un crachat à la face de toutes ces victimes, d'une part. Et puis c'est aussi une manière de nier, c'est un petit peu cette réécriture de l'histoire qui vise à nier ce que nous avons apporté au Congo. Alors bien sûr, la Belgique a bénéficié effectivement de la colonisation du Congo. Mais qu'est-ce que la Belgique n'a pas apporté également aux Congolais en termes de santé, en termes de système éducatif, de routes et autres. Et tout ça est en train d'être nié au profit d'une réécriture de l'histoire. Et le fait que, qu'on mette en avant en Belgique quelqu'un comme Lumumba, qui n'a pas apporté grand-chose, qui était en plus un leader communiste, qui était en faveur de la déstabilisation au profit des Russes et autres, n'est certainement pas le bon signal. Ça montre encore les dérives donc de ceux qui veulent promouvoir Amatongé et aussi un terrible électoralisme. On sent bien que les élections approchent et c'est une manière de caresser une certaine communauté congolaise en disant voilà, on est très proche, votez pour nous. Mais bon, pour nous c'est insupportable. Je dis, l'électoralisme ne peut pas se faire, au détriment de l'honneur de la Belgique, de notre histoire, de notre identité, de ce que nous sommes profondément. Bien justement, nous allons encore rester quelques instants dans le paradis multiculturel bruxellois parce que cette semaine, c'est Anderlecht, la commune d'Anderlecht. Donc il y a la cité sociale du Peterbos où des policiers depuis plusieurs semaines maintenant mènent des enquêtes sur un trafic de drogue. Ouais. Et cette semaine, où c'était vendredi, ils ont été accueillis par des pierres lancées depuis le 15e ou le 20e étage, donc depuis les toits. Et il y a 7 informations judiciaires qui ont été ouvertes pour tentative de meurtre sur agent de police. Et on nous explique aussi qu'ils ne savent pas y arriver parce que notamment les caméras elles ont été cassées, etc. Clairement, le Peterbos est une zone de non-droit, une no-go zone à Bruxelles. C'est là un lieu
de tous les trafics multiculturels de drogue, d'argent, d'êtres humains. C'est un lieu de recrutement djihadiste également. Et je peux vous dire que mon épouse est allée y faire campagne voici 4 ans. Elle veut y retourner? Et il y avait déjà une série, les quelques rares habitants d'origine belge du quartier dénonçaient tout cela, qui se passait tous les jours. Et on lui avait conseillé d'ailleurs de ne pas y aller seule, parce qu'elle risquait de se faire agresser. De fait, elle avait sorti un téléphone à un moment donné. Elle avait immédiatement été accostée par une série de jeunes qui l'avaient prié de quitter le quartier. Justement, donc ça... Si c'est une zone de non-droit, ça montre de nouveau cette ville, cette capitale qui échappe à l'état de droit, hein, et qui échappe en raison justement de l'ouverture des frontières indiscriminée. Et vous avez des gens, j'ai toujours dit, qui sont venus contribuer en respectant nos valeurs. Et puis vous avez toutes ces racailles qui sont venues dans ce pays ou qui se développent comme des racailles et qu'il faut nettoyer. Voilà. Parce que justement, donc, il y a aussi d'autres informations judiciaires qui ont été ouvertes pour fait de rébellion durant l'enquête, avant et après cette affaire de jet de pierre. Il n'en demeure pas moins que la police ne peut plus y aller sans être accueillie. Et la police est accusée de faire des contrôles aux faciès. Oui, mais le problème, contrôle aux faciès, c'est que dans ces quartiers, il n'y a plus qu'une population étrangère, arabo-musulmane pour la plupart, et donc... contrôle aux faciès, il n'y a plus que ça à contrôler dans ces quartiers. Donc forcément, et puis la réalité, c'est que si vous allez, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour aux audiences correctionnelles, hein, vous verrez que 90% des gens qui sont aujourd'hui poursuivis devant les tribunaux correctionnels, qui se retrouvent comme délinquants, sont des gens issus de la communauté arabo-musulmane. Ça, c'est une réalité. Allez voir les rôles, allez vous promener. Voilà, il y a malheureusement une série de trafics, etc., qui émanent. Et je l'ai toujours dit, vous savez, la communauté arabo-musulmane dans les pays du Maghreb, elle est tenue. Il y a un État fort. Je veux dire, on ne tolère pas, la police est respectée, on ne tolère pas la criminalité, les sanctions sont sévères. Si il y a une telle délinquance dans la communauté arabo-musulmane, c'est en raison de notre laxisme. Parce que ces jeunes ont besoin d'être tenus, canalisés, ils doivent craindre l'autorité, ou ils ne craignent plus l'autorité. La justice est laxiste. Donc le message qu'on leur donne, vous savez, pour eux, le fait par exemple de ne pas aller en prison, d'avoir une suspension du prononcé ou même un sursis, hein, même 3 ans de prison avec sursis, pour eux, c'est égal à acquittement. Je dis, le message, c'est de ne dire pas en prison, donc voilà, je peux recommencer. Donc tant qu'il n'y aura pas une politique de fermeté, de tolérance zéro, avec des sanctions qui tombent rapidement et qui sont exécutées, avec la prison pour les cas les plus graves, cette délinquance continuera à se développer. Bien, alors sortons un peu du paradis multiculturel bruxellois pour revenir à la Wallonie, tant qu'elle est encore la Wallonie, et pour parler des certificats verts. Donc, il y a une task force gouvernementale qui s'est penchée comment rembourser cette dette de 2 milliards d'euros suite aux certificats verts. La proposition qui émane, elle n'est pas encore décidée, mais ce serait de lever une taxe annuelle de 40 à 50 euros sur les ménages belges pour rembourser cette dette. Et Elia, qui est le lobby du renouvelable, aimerait même que cette taxe devienne permanente pour financer de manière générale la transition énergétique. Donc, encore une taxe. Donc, les certificats verts, c'est d'abord le scandale de la malgouvernance écolo. Hein, je veux dire, c'est la folie des Nolay et autres qui ont voulu aller vers la transition énergétique sans regarder les coûts, etc. Et donc on parle maintenant effectivement de 2 milliards, tout ça s'est emballé. Et puis il y a un autre scandale derrière, c'est qu'on a fait des promesses à une série de gens qui ont installé le photovoltaïque. Et puis on est revenu sur ces promesses, sur des accords, des engagements qui avaient été écrits. Hein, je dis donc il y a une grande colère de la part de nombreux détenteurs de certificats qui se voient, d'ailleurs qui sont réunis dans l'association comme et donc qui sont en colère, légitimement en colère, parce qu'on les a trompés. Alors, nous avons toujours dit, nous, il faut arrêter les certificats, mais il faut respecter les accords. Et donc il faut éteindre, si vous voulez, cette gabegie, tout en respectant ce qui a été conclu avec les gens. Mais on sent bien on va devoir peut-être encore lever une taxe pour payer tout ça, mais le scandale, c'est de laisser cette taxe permanente, parce qu'on pourrait dire une taxe de quelques années, le temps d'eux, mais c'est la mettre permanente pour payer plus de folie des écolos. J'ai l'impression que dans l'histoire de la Belgique, il y a eu comme ça plusieurs taxes qui à la base devaient être provisoires ou temporaires, et puis finalement on les a laissées. Du coup, moi, quand on me parle de taxes temporaires, je suis là, mais non. Même si la raison est bonne, je me méfie systématiquement. Nous sommes un des pays les plus taxés. Vous savez, le drame, c'est que nous sommes un des pays les plus taxés.
comme des pays par exemple nordiques, mais nous n'avons pas le niveau de service de ces pays. C'est ça le drame. C'est que quand on voit justement la qualité de l'enseignement, de nos routes, les policiers qui manquent de tout, la justice qui est dans un état mais pitoyable, etc., c'est de se dire où va tout cet argent? Il va dans la gabegie publique, et tant qu'on ne mettra pas un terme en supprimant tout ce qui doit être supprimé, en serrant les boulons, en supprimant le Sénat, en supprimant les institutions politiques provinciales, en supprimant la communauté française, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas X réseaux d'enseignement comme on le voit, etc. Tant qu'on ne remettra pas de l'ordre, et le Parti populaire remettra de l'ordre, on n'en sortira pas. Ça, c'est la réalité de ce pays. Donc, pour rester aussi dans tout ce qui est énergétique, cette semaine, Damien Ernst, qui est spécialiste dans les énergies... Un homme courageux et lucide, Damien Ernst, oui. Un homme courageux et lucide qui a justement fait une apparition dans la presse. Donc, il a calculé, on va dire, le coût pour la facture d'électricité du Wallon, le coût de la sortie du nucléaire en 2020, qui est dans l'accord de gouvernement. Alors, je vais me pencher sur les chiffres, mais en gros, la partie énergie de la facture va encore augmenter. Donc, aujourd'hui, sur une facture de 1 000 €, il y a plus de 40% de la facture qui va au pouvoir public, donc ça fait plus ou moins 417 €. Pour payer notamment toute la folie écolo, voilà. Transition énergétique. Et puis la partie oui. électricité de la facture ne représente quant à elle que 270 € Oui. sur le total, donc c'est 27%. Oui. Mais cette partie va augmenter. Donc on a une facture qui est de 1 000 € aujourd'hui. En 2020, elle va être de 1 150 €. Oui. Et en 2025, cette facture va être de 2 400 €. Oui, 1 400 €. 1400, oui, pardon, 1 400 €. On va pas... Donc on voit, la facture va exploser. Donc non seulement il y a toutes ces taxes liées aux renouvelables, mais en plus, on veut arrêter le nucléaire, qui est une pure folie. Les seuls qui ont tenté de s'y opposer, c'est la NVA, mais tous les partis francophones, sauf le Parti populaire, veulent fermer les centrales. Conséquence, on va devoir... L'énergie nucléaire coûte très peu d'argent aujourd'hui, tout ça est amorti et autres. Donc ils vont construire notamment des turbines gaz-vapeur, centrales TGV, qui vont d'ailleurs beaucoup plus polluer en termes de CO2, premièrement, mais surtout qui vont faire exploser le coût de l'énergie, c'est ce que Damien Ernst indique. Et donc la facture des ménages, qui est déjà une des plus importantes en Europe occidentale, va passer de 1000 à 1150, voire 1400. Donc voilà. C'est de nouveau les ménages qui vont trinquer. Et les PME, les entreprises. Et je rappelle toujours que ce coût de l'énergie excessif, il fait en sorte qu'une série d'entreprises délocalisent ou ne viennent pas s'installer en Belgique. Donc, non seulement les écolos et leur politique, et tous les autres partis qui ont embrayé là-dessus, sont en train de tordre de nouveau, de pressurer le contribuable, le ménage wallon, de base. Un ménage sur 5 est dans la précarité énergétique. Un ménage sur 5 est dans la précarité, mais en plus, ça accroît, si vous voulez, la désindustrialisation du pays, parce que les entreprises qui peuvent être consommatrices d'énergie ne viendront pas s'installer chez nous. Donc c'est une catastrophe totale. Avec le Parti populaire, nous maintiendrons les centrales et nous en construirons de nucléaire, et nous en construirons d'autres de la 4e génération. Elles sont sûres, elles brûlent les déchets nucléaires. Bien des partis écologistes dans l'Europe ont adopté les centrales nucléaires de la 4e génération. En Finlande, par exemple, on veut installer les écolos qui ont décidé de ça. Mais nous avons les écolos les plus stupides d'Europe, dogmatiques, etc. Justement, là, en fait, c'est même pas vraiment les écolos. Donc, on a au niveau fédéral l'EMR qui participe au gouvernement et qui a freiné des 4 fers quand la NVA a voulu rouvrir le débat sur le nucléaire. Au niveau du gouvernement wallon, on a Monsieur Kruck, qui est donc ministre de l'énergie et qui applique à la lettre et à la virgule près l'accord de Paris, donc pour réduire les émissions de CO2, alors qu'on sait que justement le nucléaire, qui est refusé au niveau plus haut par le même parti, par le MR, le nucléaire n'émet pas de CO2. Exactement. Et on va construire des centrales gaz-vapeur. C'est schizophrénique. Mais c'est complètement schizophrénique et contradictoire. Il n'y a aucune logique dans les décisions qui sont prises. C'est une catastrophe pour le pays, une catastrophe pour son indépendance énergétique, c'est une catastrophe pour les ménages, c'est une catastrophe pour l'industrialisation. Et si nous sommes très réservés sur les questions de climat et de Paris, mais si le but est de réduire le CO2, on va faire exactement l'inverse. Donc ce sont des décisions prises en dépit du bon sens. Alors en parlant
de bon sens. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Alors, Yvan Mayer, hier, était dans la presse partout, on ne pouvait pas y échapper. Oui. Il publie un livre, Yvan Mayer, citoyen de Bruxelles, un livre thérapeutique où il revient sur son bilan flatteur, selon ses mots. Oui. C'est une réussite, le piétonnier. Oui. Il n'y a pas de scandale du SAMU social, pourtant c'est pour ça qu'il s'est retiré il y a 10 mois. Oui. Au passage, il commande sa taille de mannequin. C'est une interview confession totalement surréaliste, où on apprend notamment qu'il est surendetté et où il n'y a pas un mot sur l'endettement public de la ville de Bruxelles, qui s'élève à plus de 600 millions. 600 millions. On peut se demander, avec les revenus qu'il avait, comment peut-il être surendetté aujourd'hui, hein, donc c'est absolument hallucinant. Mais vous savez, je ne suis pas là pour tirer sur une ambulance et achever un homme à terre. Mais je crois que Mayer était l'exemple d'un système qui est parti en vrille totale, hein, où des gens au pouvoir, de manière ininterrompue depuis des dizaines d'années, s'estiment tout permis, sans limite, et je vais au bourgmestre, président de CPAS, et on se sert dans toutes les organisations à côté pour revenir compléter ses revenus et avoir finalement des rémunérations bien au-delà des compétences de ces gens et qu'ils n'auraient jamais eu dans le privé. C'est ça le véritable scandale. D'ailleurs, il est à la recherche d'un emploi, si vous avez des propositions. Oui, ben écoutez, il pourrait toujours être coach en matière de malgouvernance, il pourrait expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein, donc, à son parti peut-être tout d'abord, il pourrait l'engager. Mais bon, il y a aussi des règlements de compte là derrière, on le voit bien. Mais je crois qu'il faut le redire, un des mâles belges les plus fondamentaux, c'est que certains partis, à commencer par le PS, sont au pouvoir depuis 30 ou 40 ans de manière ininterrompue, notamment au niveau des régions et autres. Je répète souvent, Laura Acton disait « le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». Et donc, je dis, tant qu'on n'a pas compris qu'il faut un renouvellement régulier de la classe politique, hein, c'est pour ça que nous proposons au niveau du Parti populaire 3 mandats maximum au niveau national, 15 ans de vie, et puis il faut dégager. Hein. Tant qu'on n'a pas compris qu'il y avait ce nécessaire renouvellement, on ne peut aller que vers ce type de dérive. Hein. À la Mayer, à la... C'est ça qui était étonnant, parce qu'on va laisser l'homme et ses problèmes tranquilles, mais ce qui est étonnant, c'est ce que révèlent ces interviews, notamment quand il parle d'une rivalité entre la région bruxelloise et la ville bruxelloise, qui serait en concurrence pour certaines compétences, notamment la mobilité. Ils se mettraient des bâtons dans les roues, alors qu'ils font partie du même parti, Rudy Vervoort et lui, mais c'est incompréhensible. Non, ça démontre que ces structures bruxelloises, comment dire, ne peuvent pas déboucher sur une gestion efficiente en matière de mobilité, en matière de sécurité, etc. Et qu'il faut dorénavant faire disparaître les 19 communes et gérer Bruxelles comme une ville-État intégrée, unifiée, avec un seul bourgmestre, ministre-président, appelons-le, on verra comment on l'appelle, mais avec les compétences centralisées de sécurité, de mobilité, d'urbanisme, etc. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que notre ville est en train de se tiers-mondiser, qu'on ne sait plus circuler, qu'elle est sale, hein, qu'elle est mal gérée. Il ne faut pas aller chercher la cause plus loin. Et donc dans notre programme aussi, c'est ce que les partis flamands réclament, mais ils ont raison, nous voulons simplifier tout ça. Et avoir une seule ville-État avec un seul bourgmestre. Du coup, je me demande, après les prochaines élections en 2018 et surtout en 2019, allons-nous avoir d'autres Yvan Mayer, je veux dire d'autres, un peu comme François Hollande. Donc on est viré, ou on n'a plus son job, on écrit un livre, et puis on paraît dans la presse. Et je me demande, il va y en avoir plusieurs. J'espère qu'il y aura beaucoup d'Yvan Mayer, parce que ça signifiera que beaucoup auraient perdu leur job, justement, parce qu'il y aurait eu un renouvellement. Mais il faut le dire aux citoyens, Nicolas, s'il n'y a pas un vote, un renouvellement, etc., hein, de la classe politique, et un renouvellement des idées des partis, et le Parti populaire apporte cette fraîcheur, si vous voulez, ce renouvellement, cette indépendance des idées, rien ne changera. Et je voudrais quand même, parce que parfois je lis ça et là que le défi a le vent en poupe, etc. Mais défi est le symbole le plus absolu de ce système, hein, de cumul, etc., d'être empêtré de politicaille. Je veux dire, Minguin, c'est le cumulard par excellence entre son président de parti, bourgmestre, hein, et également député, et où on tient certains rênes de la région, on fait même, je veux dire, on a empêché le renouvellement aussi à la région bruxelloise, de mettre le PS dans l'opposition à tout ce qui s'est passé. Hein, Minguin
est le symbole de tout ça, à l'évidence. Donc, si vous voulez voir des cumulards se plaindre dans la presse et écrire des livres, n'hésitez pas à voter pour le Parti populaire. Et au passage, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions maintenant en direct en commentant cette vidéo. Okay. Alors maintenant, on va encore parler de cumulards et d'autres partis. Je pense que c'était mardi, on apprenait dans le soir les axes de campagne du MR. Donc, ce sera la réforme fiscale, la sécurité, l'immigration, et bizarrement, ça me fait penser à un autre parti. Je ne sais pas c'est exactement notre programme précis de 2014, hein, les 3 I. Voilà. Les impôts, l'immigration, l'insécurité. Nous mettrons les points sur les I, impôts, immigration, insécurité. Avec 4 ou 5 ans de retard, hein, ils reprennent effectivement les thèmes du PV. Donc le MR, c'est le mouvement retardataire. C'est exactement, c'est pas le mouvement réformateur, c'est le mouvement retardataire. Hein, donc, ils se sont rendus compte que quelque part, nous étions leur laboratoire d'idées, qu'ils devaient reprendre tout ça. Mais ils ont de nouveau une guerre de retard. Parce que quand on voit en matière, par exemple, d'immigration et d'insécurité, ils n'ont rien fait. Et ils ne feront rien tant qu'il n'y a pas de réforme fondamentale. J'en profite pour rappeler effectivement qu'Olivier Chastel, ces derniers mois, n'a pas cessé de répéter dans la presse que la politique de Theo Franken n'était pas différente du précédent gouvernement. Exactement. Pas précédente. Et même cette politique, il l'approuve avec beaucoup de distance. Donc, si les citoyens veulent une remise en ordre, c'est-à-dire stopper l'immigration, notamment par le regroupement familial, avec un scandale sans nom, il faudra dire un mot, qui est cet arrêt qui a été rendu par la Cour de justice européenne, qui indique que dès que quelqu'un arrive comme mineur, hein, je veux dire un réfugié mineur, il peut faire venir toute la famille. Oui. Donc on envoie le gamin, hein, on prétend qu'il a 16 ans, parfois ils en ont 30, hein, mais il va faire venir papa, maman, les grands-parents, les frères et sœurs. Donc c'est de nouveau ouvrir la porte, je veux dire, à des millions, des dizaines de millions de personnes qui vont entrer. Avec nous, terminé. Donc, quitte à remettre en cause ces accords. Là-dessus, alors, il y a aussi une schizophrénie de la part de ce parti que j'ai du mal à comprendre. Donc, au niveau européen, c'est la LDE. On défend les quotas d'immigration. Cette semaine, ils ont fait un concert qui s'appelait Refugees Got Talent. Donc, ça, c'est le MR au niveau européen. Maintenant, dans la presse, on apprend qu'ils veulent favoriser ce qu'on appelle l'option australienne au niveau belge pour l'immigration. Donc, renvoyer systématiquement les illégaux. Ce qui est dans notre programme. Et ce qui, surtout, pourrait mettre la Belgique en délicatesse avec la Commission européenne et avec certaines institutions européennes, alors qu'en même temps, ils veulent être les premiers de classe de l'Europe. Tout ça montre qu'il n'y a aucune cohérence chez eux et que c'est du show. Ils ont lu, effectivement, que la principale préoccupation des Européens et des Belges, c'était l'immigration. Et alors, on s'adapte un petit peu dans le discours en disant on va essayer de vous vendre quelque chose. Mais dans la réalité, lorsque vous grattez, vous vous rendez compte que rien n'est fait. Et rien ne sera fait par le MR en tant que tel. S'il n'y a pas un grand coup de pied citoyen qui dit maintenant c'est terminé, quitte à prendre ses distances avec l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, mais on ne sera pas les premiers. Hein. Regardez Orban. Orban a dit les quotas, allez vous faire voir. Hein. Si on ne prend pas cette distance avec tout cela, rien ne changera. Il faut le dire aux citoyens. Rien ne changera. Tout ça, c'est du show, hein, de la poudre aux yeux pour essayer d'endormir les gens. Et les citoyens sont de moins en moins dupes, enfin je l'espère en tout cas. Et justement, ici j'ai une question de citoyen. Oui. Pourquoi ne peut-on renvoyer les multirécidivistes qui n'ont pas la nationalité belge dans leur pays? C'est pile dans le sujet. Alors écoutez, d'abord, on peut le faire, mais il n'y a pas de volonté politique pour le faire. Franken a commencé à le faire, mais ça reste... il y a quelques milliers qui ont été expulsés, mais ça reste minime par rapport à l'ampleur du problème. Et je crois qu'il faut avoir un discours très clair, par exemple avec le Maroc. Le Maroc leur dit, écoutez, vous avez des centaines de milliers de ressortissants qui vivent chez nous, qui ont soit la nationalité marocaine, soit la double nationalité, hein, qui vous renvoient d'ailleurs beaucoup d'argent chaque année. Alors, ou bien on continue comme ça, et on peut admettre que ceux qui se comportent bien, évidemment, je dis qui font l'effort d'intégration, respectent les lois, il n'y a rien à redire. Mais pour tous les autres, vous devez assumer. Et si vous n'êtes pas prêt, à assumer le retour de ceux que nous expulsons, qui sont vos citoyens, etc., nous prendrons des mesures. Et une des mesures qu'on peut prendre, par exemple, c'est l'interdiction du transfert de moyens financiers de la Belgique vers le Maroc. Ce sont des milliards. Hein, donc si on n'est pas prêt à prendre, on bloque parce que, en réalité, c'est ça le problème, c'est que
les pays sont réticents à reprendre leurs délinquants. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'il y a moyen de... Donc il faut mettre clairement les choses au point avec ces pays et leur dire, le Maroc est un premier problème, mais aussi l'Algérie et d'autres pays, la Russie, etc. Vous les reprenez, hein, ou ça ne se passera pas comme ça s'est passé jusqu'à présent, notamment dans les relations financières. Du coup, toujours pour parler du mouvement retardataire, Oui. je me demande, aujourd'hui, ils sont dans le consensus du tout au renouvelable, on en a parlé tantôt, et je me demande, avec un peu de chance, dans 5 ans ou 10 ans, ils abandonneront cette idée de sortir du nucléaire. Il y a une terrible hypocrisie en plus. D'abord, au sein du MR, il y a des gens lucides. Hein. Un Clarin Vall a écrit des chefs de groupe, il a écrit des livres pour expliquer qu'il ne fallait surtout pas du nucléaire. Mais M. Chassel lui a dit surtout tu te tais, hein, etc. Ah oui, donc on lui a dit surtout, alors qu'il est à peu près un des seuls qui connaît la matière au sein du MR, surtout il ne peut pas s'exprimer. Et donc, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. Parce que si vous regardez l'accord, hein, le pacte énergétique, on a dit on va faire une évaluation chaque année, et en fonction de ce qui se passe, eh bien, éventuellement, on remettra en cause la sortie nucléaire. Parce qu'on nous dit, pour remettre en cause la sortie sur ce sujet, il faut construire des centrales. Il faut qu'on les ait construites d'ici 5 ans, globalement. Hein, je dis, ce qui, tenant compte, dans la Belgique, on ne sait même pas construire un stade national, hein, en quelques années. Alors vous imaginez des centrales, hein, c'est encore... Justement, Ouais. j'en profite pour vous rapporter le commentaire d'un certain Aldo Carcassi, je pense que vous le connaissez. Oui, Voilà. je salue notre député. Oui. Notre député. Il faut rappeler que les centrales ramènent 11 millions d'euros dans les caisses de la ville de Huy via la taxe sur les forces motrices. Oui, mais ça, c'est encore un problème. Une ville comme Huy, par exemple, sans la centrale nucléaire, d'abord, ce sont des milliers d'emplois, et c'est peut-être le quart ou le tiers des services de Huy qui ne seraient plus supportés s'il n'y a plus de centrale nucléaire. Donc c'est aussi une hérésie de ce côté-là. Mais pour revenir donc à la question centrale de l'attitude du MR, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. C'est que peut-être que les plus intelligents parmi eux savent très bien que c'est une hérésie, et on laisse croire, on laisse entendre aux citoyens qu'on va sortir du nucléaire pour se rendre compte dans peut-être 1 an, il y a peut-être des accords même secrets 2 ans, que il faudra prolonger les centrales parce que sinon on va à la catastrophe. Les centrales, il faut le rappeler, c'est 54% de l'énergie produite en Wallonie. Et on nous dit non seulement on va supprimer ça, mais en plus demain, il y aura plus de demandes électriques puisque les voitures seront toutes électriques à suivre, hein, etc. Donc on aura de plus en plus de besoins d'énergie électrique. Et en même temps, on veut se couper de la source première de production. Pure folie. Mais avec en plus beaucoup d'hypocrisie sans doute dans le chef du MR. Eh bien, il nous reste un peu moins d'1 minute et il y a 2 internautes qui se demandent faut-il sortir de l'Union européenne? Ça a déjà été posé. Oui, alors, soyons très clairs, nous n'aimons absolument pas l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. À tout le moins, elle doit être réformée, c'est-à-dire devenir démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous avez un président, hein, qui ne s'occupe que de quelques matières particulières et que ce président est élu au suffrage universel des Européens. Mais il est clair qu'il mènera une politique totalement différente de ce qui a été mené aujourd'hui. Moi, je suis certain, demain, Une politique de droite. on aura une politique de droite à la limite populiste. Demain, un président élu au suffrage universel, il est populiste. Du coup, les gens de gauche voudront sortir de l'Union. Ah, ça, c'est encore autre chose. Et un président élu, je suis certain qu'il ferme les frontières au niveau européen et qu'il prend des mesures. Donc, ce type d'Europe, avec un président avec des compétences limitées, nous en voulons bien. Mais si cette Europe ne peut pas être réformée, si c'est le projet à la Macron, à la Charles Michel, plus d'intégration, etc., avec des pouvoirs, donnés effectivement à la Commission européenne, des gens non élus. Sans représentation. Sans représentation, avec des gens à la Juncker, où on fait nommer le secrétaire général, M. Selmayr, un scandale sans nom, hein, qui montre le népotisme, etc., le plus absolu. Cette Europe-là, nous la récusons. Et si elle ne peut pas être réformée, il faut la quitter. Il faut en sortir, effectivement. Alors, nous ne sommes pas anti-européens, mais nous récusons en tout cas cette Europe insupportable. Et je pense qu'il faut aussi préciser qu'être pro-Union européenne, ce n'est pas nécessairement être pro-européen. Oui, et je crois que nous aimons l'Europe en tant que telle. J'aime ce continent. Voilà, c'est notre continent, et nous voulons la paix évidemment avec nos voisins, mais dans le respect de nos cultures nationales. Je crois qu'il faut revenir à beaucoup plus de souveraineté pour les États. Et moi, je veux bien une structure européenne de coordination avec un président
élus au suffrage universel avec des compétences limitées. Ça, c'est une vision pour peser effectivement Dans le monde. dans le monde, sur la scène internationale, mais pas une Europe technocratique de gens non élus qui se mêlent de tout et de rien et qui surtout mènent des politiques actuelles à l'encontre du bon sens et à l'encontre des intérêts et de la volonté d'une majorité des Européens. 80% des Européens récusent la politique de l'Union européenne en matière de migration. Les Européens de l'Ouest en ont assez de cette ouverture des frontières où ils sont en concurrence. Maintenant, il y a des gens qui viennent travailler pour une croûte de pain chez eux et les plongent dans le chômage. Tout ça a été décidé à Bruxelles et instigé par des gens non élus qui n'ont en plus de compte à rendre à personne. Et ça, nous voulons y mettre fin. Alors, on a un peu dépassé notre temps. Il y a une dernière question. Bien sûr, allons-y. Alors, un avis sur la réaction de Reinders concernant les bombardements sur la Syrie. Alors, la réaction, pour rappel, en gros, il soutient l'action des Français, des Britanniques et des Américains. Et à la Belge, il rappelle, il veut relancer le dialogue diplomatique Oui, en même temps. C'est-à-dire ça ou rien, c'est la même chose, comme souvent sur une politique belge. Nous avons été très clairs, je l'ai dit, au niveau de ces Syriens est complexe. Hein. Donc, Voilà. Assad n'est pas un enfant de cœur, etc. Mais il est clair que avoir décidé de frappe, par exemple, avant même que l'enquête n'ait abouti sur ce qui s'est passé à la Ghouta, est-ce qu'il y a eu effectivement, peut-être qu'il y a eu des attaques chimiques ou une provocation, ça c'est à l'enquête de le déterminer, mais avoir provoqué des frappes qui sont en plus un grand show, hein. Il faut le dire, ça a coûté beaucoup d'argent. Mais quand on a vu les quelques tornados, parce que j'ai vu un petit peu l'émission décoller de Chypre et puis tirer quelques missiles sur des endroits peut-être vides, en grande partie, il n'y a pas eu de blessés ou très peu de blessés, donc c'était bien la preuve que voilà. Les Français qui ont dû monter depuis Saint-Dizier, faire partir les avions, quitter Saint-Dizier, qui est une ville donc, dans le nord-est de la France, avec des ravitaillements pour aller tirer quelques missiles à des coûts gigantesques, et tout ça en coordination avec les Russes. Pour ne pas les fâcher. Il y a aussi un grand show là derrière. C'est ça. On dit souvent que la guerre, c'est la politique continuée par d'autres moyens, mais ici, c'est la com continuée par des moyens. Et on sent quand Macron vient déclarer à Bourdin en aparté Poutine sait que je suis son égal ou je suis l'égal de Poutine. Je crois qu'il y a un problème ici d'hubris et d'ego de gens pour se positionner sur la scène internationale. Mais n'est pas Poutine ou n'est pas Trump qui veut. Je crois qu'il faut que chacun reste à son niveau. Eh bien, nous allons finir sur cette bonne phrase. Michael Modric-Amen, merci en tout cas. À la semaine prochaine, et donc nous sommes heureux de dialoguer également. Diffuser cette vidéo, il faut qu'un maximum de gens la voient. Partagez-la, likez-la, partagez-la. Venez liker nos pages. Rejoignez le Parti populaire. Je voudrais dire que nous sommes maintenant pratiquement le premier parti sur les réseaux sociaux. C'est extraordinaire. Nous sommes loin devant tous les autres. Hein. Il y a encore le PS qui est à notre niveau, mais donc, donc de plus en plus de gens nous rejoignent. On approche tout doucement des 4000 membres. Nous avons des dizaines de listes pour les élections communales et provinciales. Il y a encore de la place sur les listes. Rejoignez-nous, prenez les choses en main. Prenez les choses en main. N'attendez pas que Michael Modric-Amen et quelques-uns le fassent pour vous. Impliquez-vous aussi. Au regard de la gravité de tout ce dont nous parlons, pour vous et pour vos enfants. Je crois que c'est essentiel. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne après-midi ensoleillée et à la semaine prochaine.